Messieurs, bonjour ou bonsoir selon votre position d'écoute sur la planète Terre. Vous êtes dans ID. Aujourd'hui, ID reçoit Elmasio Gorson. Elmasio Gorson. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs de notre émission ID. Merci de nous faire confiance et surtout, merci à toutes les personnes qui nous voient dans la rue, qui nous disent merci, félicitations, ID nous a beaucoup aidé. Quelque part, ça fait chaud au cœur, il faut le reconnaître. Ça montre que nous apportons un tout petit quelque chose à l'existence des hommes. Et je tiens à vous remercier de nous écouter, de nous suivre et de nous faire confiance. Gorson, aujourd'hui nous allons parler de la métaphysique du placenta. Est-ce que vous vous sentez un peu à l'aise pour parler de ce thème? En tant que métaphysicien et également coach en développement personnel, il faut dire que je me sens à l'aise pour parler de toutes les thématiques possibles, tant que cela relève de mon domaine de compétences. Donc je pense que je suis parfaitement à l'aise, complètement à l'aise. Je pense également par ailleurs que c'est une thématique cruciale, capitale, parce que c'est automatiquement en relation avec notre naissance, avec notre venue ou notre survenue sur la planète Terre. Et cette situation n'étant pas anodine, et étant donné que nous sommes dans le concept du développement personnel, il s'agira donc de voir si effectivement, d'une manière ou d'une autre, cela a valeur, impact sur l'évolution de l'individu une fois déconnecté de sa mère. Est-ce que cela impacte son développement personnel? Voilà, il faudra donc l'aborder dans ce sens. Le thème, je le rappelle, la métaphysique du placenta. Mais avant de l'aborder, le placenta même c'est quoi? Il faut dire que sur le plan biologique, le placenta c'est juste une poche dans laquelle se trouve donc l'enfant, une poche qui réceptionne l'enfant. Dès la division cellulaire, pour certains médecins, c'est à partir de là que le placenta est déjà visible, même si ce n'est pas encore accessible à la vue. Le placenta va protéger donc le fœtus et le fœtus va évoluer dans ce cocoon encore et encore jusqu'à ce que le fœtus devienne un bébé, un enfant qui va être expulsé, n'est-ce pas, et du placenta et du ventre donc de la mère. Donc c'est cette poche qui, disons, qui est là un peu comme la maison du bébé et qui possède un cordon ombilical, c'est-à-dire une corde qui permet à l'enfant de relationner biologiquement, et nutritivement et chaleureusement avec la maman. Parce que quand c'est une poche, certes c'est séparé du fonctionnement de la mère, mais au même moment, à travers le cordon ombilical, tout ce que la mère vit, tout ce que la mère ressent, tout ce que la mère mange et ce que la mère boit ou fume, pour des personnes qui fument pendant leur état de grossesse, c'est triste, mais bon, ce sont des faits que nous constatons. Et bien, tous ces éléments-là passent à l'enfant. Et l'enfant également envoie des éléments vers la mère, c'est-à-dire l'élimination de ces déchets pour que la mère puisse les expulser, puisque l'enfant ne dispose pas encore en ce moment-là d'un système autonome d'évacuation. Sa mère lui sert un peu comme de poubelle, mais en même temps de matrice de nutriments, de nutrition, afin que l'enfant évolue. Et après 8 mois et demi, si c'est la première grossesse, ou après 9 mois, si le geste a déjà été fait, eh bien, l'enfant sort donc et du placenta et donc du ventre de la mère. Donc le placenta, c'est cette poche-là qui vous a, même si aujourd'hui M. Condor est aussi géant qu'un arbre, ou que M. Godson est aussi grand de taille, nous avons été si minuscules, si petits et enfermés dans une poche chaleureuse, poche dans le ventre de la mère qui nous a gardés jusque-là. Donc biologiquement, c'est d'abord ça le placenta. Voilà. Est-ce que vous avez une fois remarqué la manière dont les parents au village enterrent le placenta? Alors, il faut dire que je suis déjà parent moi-même. Donc, il faut commencer toujours par soi, parce que ce sont les legs de nos parents et des parents de nos parents qui, pour les gens
qui ont fait le village comme nous, pas qui ont été déconnectés de leur origine, nous avons vu faire, nous avons appris des parents et nous l'avons fait nous-mêmes. Et donc, c'est personnellement, c'est moi-même qui ai procédé à l'enterrement des placentas de mes enfants. Je l'ai fait moi-même en suivant le rituel qui est approprié. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, plus de la moitié de notre épanouissement personnel dépend de la façon dont on gère le placenta. Ce qui veut dire qu'un individu peut être à 50% affaibli dans sa capacité à réaliser tout ce qu'il veut dans la vie, rien que par le fait que son placenta n'a pas été correctement enterré. Et donc, il est important de comprendre, puisque Dieu ne crée pas les choses au hasard. Il pouvait créer une poche qui soit à l'extérieur du ventre de la mère, ou il pourrait faire apparaître un enfant directement. Mais il a choisi que nous naissions à travers une poche qui nous a nourris pendant longtemps. Donc, ça a sa signification. Et il est important de comprendre l'origine de tout ça, et que chacun, en sachant, devenant un sachant, parce qu'il aura la connaissance, parce que c'est la connaissance qui nous a franchis de l'ignorance et de la misère morale et mentale, l'individu pourra faire les choses par lui-même. C'est ce qui est vraiment important. Donc, nous avons vu faire, nous avons compris toute la symbolique qui émane donc de l'enterrement du placenta. Et comme la symbolique affecte immédiatement notre esprit intuitif et sympathique, on voit également l'impact que cela a sur l'individu tant que le placenta est enterré correctement. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu des cas où des enfants ont souffert des maux de ventre atroces qu'un médecin ne peut pas régler, que personne n'est arrivé à régler. Il a fallu juste qu'un vieux au village dise, mais écoutez, comment vous avez enterré son placenta? Et les gens retournent voir comment le placenta a été enterré. On se rend compte que le placenta a été enterré à l'envers. C'est-à-dire que le cordon ombilical n'a pas été orienté vers le ciel, mais ça a été orienté sur la terre, aux deux côtés. Et donc l'enfant n'a fait que, et ne fera que souffrir des maux de ventre. Ce sont des choses que les gens classent dans le domaine traditionnel ou mystique, mais en fait, je vais vous le dire, vous me connaissez très bien, les formes de connaissances que j'arbore, ce sont des connaissances qui possèdent un fond scientifique ou un fondement scientifique. Je vais vous dire et je vais vous prouver ici sur ce plateau que la manière d'enterrer le placenta relève beaucoup plus de la science et de la technologie que d'une forme de magie aléatoire dont on ne comprend pratiquement rien. Et pourtant, pour nos ancêtres, ce n'était pas une magie, c'était la nature qui imposait la façon dont les choses devaient être faites. Ce thème que vous maîtrisez très bien, la métaphysique du placenta, qu'est-ce que l'on peut aborder là-dedans? Il faut dire qu'avant d'aborder la métaphysique même du placenta ou du placenta, en parler dans la symbolique, puisque quand on va parler de la métaphysique, c'est la symbolique du placenta, il faut comprendre qu'il y a une différence entre le symbole et la symbolique. Le symbole, c'est l'objet, c'est le logo, c'est l'image. La symbolique, c'est la dimension pratiquement spirituelle, ou la dimension de la transcendance, ou la dimension qui permet de relier le symbole, d'accord, à quelque chose de transcendant, à quelque chose qui nous dépasse tous. Ce qui veut dire que toute chose qui existe est une représentation physique, mais qui possède en son fond une symbolique, une signification spirituelle, une signification principielle qui coordonne même la nature du symbole. Je vais le dire de manière simple, pour les personnes qui aiment bien la science. La métaphysique du placenta ou le placenta, la façon de l'enterrer, prend son origine, c'est vrai dans nos traditions, depuis l'Égypte antique, nos ancêtres le faisaient. Il y avait une loi que les Égyptiens avaient découverte. C'est une loi de la nature. Généralement, dans l'Égypte antique, les Égyptiens avaient tendance à représenter les lois de la nature ou les principes de la nature sous la forme d'une divinité. D'accord? Mais on sait très bien qu'il s'agit d'une loi de la nature. Cette loi de la nature a été récupérée par les Grecs, puisque la connaissance égyptienne a été grécisée à un moment donné, et les Grecs ayant récupéré cette connaissance, là on sait aujourd'hui que Platon, Socrate ont étudié en Égypte. Après, les Romains
d'accord, ont hellénisé donc ces connaissances-là, les ont récupérées, les ont utilisées, et aujourd'hui, l'Occident l'exploite. Cette loi que les Égyptiens avaient découverte, je ne vais pas la nommer dans le jargon connu dans la tradition, mais dans la science, aujourd'hui, enseignée à l'université même de Lomé ou partout, cette loi, c'est la loi de l'intrication. C'est une loi quantique, d'accord? La physique quantique a découvert aujourd'hui la loi de l'intrication. Alors, qu'est-ce que la loi de l'intrication? Dans l'Égypte antique, on considérait que deux choses qui ont été une fois en contact, même lorsque vous les séparez, continuent d'interagir l'une sur l'autre. C'est ce qu'on appelle le principe de la gémellité cosmique. C'est-à-dire que deux choses qui ont été une fois ensemble, même quand vous les séparez, et que vous les séparez par des années-lumière de distance, les deux choses continuent d'agir l'une sur l'autre. C'est inéluctable. Et donc, la science récemment a découvert cette loi et l'a nommée la loi de l'intrication. C'est-à-dire qu'on a remarqué que les particules, puisque toutes les particules sont issues de ce qu'on appelle le boom, d'accord, initial, c'est-à-dire du point premier qui a généré tout. Donc, pour les scientifiques, toutes les particules ont une seule source d'émission. Et par ce fait, si vous prenez une particule à un coin de l'univers et vous prenez la même particule à un autre coin de l'univers, tout ce que vous faites subir à cette particule-là, ça fait réagir sur l'autre particule. C'est ce qu'on appelle la loi de l'intrication, mais qu'on appelle également dans le contexte traditionnel comme étant la loi magique, qui permet de comprendre que deux choses qui ont été une fois ensemble, même séparées, continuent d'agir l'une sur l'autre. On l'a remarqué souvent avec le phénomène des jumeaux. Et nos ancêtres avaient compris la chose. Ils savaient que si vous avez un jumeau qui est décédé et que l'autre qui est vivant, la vie de celui qui est vivant est souvent très déséquilibrée, comme si l'autre lui manquait. Il faut alors lui fabriquer quelque chose qui est comme un soutien physique, c'est-à-dire une statuette qui représente celui qui est parti, afin de donner un équilibre à celui qui est présent. C'est comme si vous perdez tout de suite une jambe. Vous allez être déséquilibré puisque vous êtes sorti du même placenta en quelque sorte pour les jumeaux parfaits. Donc cette loi de l'intrication, on la retrouve également dans le phénomène des menstrues. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent de ce qu'on appelle les kystes, les fibromes et même généralement d'absence de fertilité. Mais ces mêmes femmes-là, au moment de leur menstrue, lorsqu'elles récupèrent les couches menstruelles, qu'est-ce qu'elles en font? Elles les jettent dans le feu. C'est-à-dire qu'elles font des tas de feu, elles mettent ça dedans et elles mettent les couches au feu. Ce n'est pas normal de mettre ses propres menstrues au feu. Si vous mettez votre menstrue dans le feu, la loi de l'intrication, qui veut que deux choses qui ont été une fois ensemble continuent d'interagir l'une sur l'autre, vous allez brûler vos menstrues qui représentent le principe de la fertilité. En ce moment, vous allez brûler l'intérieur de votre intimité vaginale et vous allez brûler tout ce qui est fertile en vous et laisser des détritus. Et ça, les gens ne le savent pas parce que ce n'est pas éduqué, ce n'est pas enseigné. On croit que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. La loi de l'intrication fonctionne de cette manière. Comme deux personnes qui ont été une fois ensemble, qui ont vécu peut-être des années ensemble, à un moment donné, il y a comme une forme d'attirance entre les deux personnes. J'ai utilisé tous ces moyens pour expliquer la loi. Donc c'est cette loi que nos ancêtres connaissaient. Ils savaient que lorsque un enfant a vécu pendant 9 mois dans le ventre de sa mère, et mieux, dans une poche qu'on appelle le placenta, il savait que si ce placenta n'était pas bien entretenu correctement, cela continuerait d'affecter la vie de l'enfant. Parce que le placenta est comme la maison de l'enfant.
maison dans laquelle l'enfant a vécu pendant longtemps, et donc tout ce qui touche le placenta ou touchera le placenta, eh bien cela touchera naturellement l'enfant. Et son développement aussi bien psychique, psychologique que physique. Et donc, ils se sont entendus pour mettre en place ce qu'on appelle un rituel ou des cérémonies pour que le placenta soit correctement enterré afin de booster la vie de l'individu, même sa protection contre les virus, les maladies et sa protection contre les forces obscures puisqu'ils y croyaient. L'entretien du placenta qui en fait continue d'entretenir une relation avec l'enfant, ne serait-ce que pendant plusieurs de ces années, il faut bien l'enterrer. Donc c'est le fondement qui a amené les ancêtres à réfléchir sur la façon d'entretenir le placenta. Mais aujourd'hui, et à l'étranger, pour les Africains qui vivent à l'étranger, sauf les Nigérians, les Igbo, ils sont très intelligents. Aux États-Unis et en France, les Igbo ont créé une communauté et ils ont acheté un lieu qu'ils appellent le cimetière des placentas. Vrai de vrai, je vous assure, vrai de vrai. Ils appellent ça le cimetière des placentas. Ça veut dire qu'au lieu de laisser les placentas dans les hôpitaux en Europe, que les gens les prennent, qu'ils les jettent ou qu'ils en fassent des produits de beauté, parce qu'on se sert de ça pour faire des rouges à lèvres et tout. Parce que les rouges à lèvres là, c'est avec l'intérieur du ventre de la vache, l'urine, de tout ça qu'on fait les rouges à lèvres. Si les gens ne le savent pas, allez chercher, vous allez savoir. Donc on se sert des placentas comme les gens le font en Chine pour pouvoir fabriquer des produits de beauté. Et donc les Africains, les Igbo surtout du Nigeria, ayant compris la stratégie, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé un cimetière. Lorsque leur enfant naît, ils récupèrent le placenta et ils vont l'enterrer à un lieu avec leur nom là-dessus. Si un jour ils ont la chance d'aller au pays, ils retournent au pays en prenant leur placenta et en rentrant avec. Même si c'est pour un simple voyage, ils vont l'enterrer sur leur terre à eux. C'est des choses que nous devrons connaître. Parce qu'on se plaindra de beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des enfants ou du développement d'un pays. Mais il y a des choses souches et sources que nous avons, que nous piétinons, qui sont des valeurs intrinsèques que les femmes sont censées expliquer à leur mari pour le bien-être de leur enfant, mais qui aujourd'hui sont passées sous silence et qui ne sont plus correctement faites. Tout le monde s'occidentalise. Parce que tout le monde croit à tort que l'occidentalisation, c'est l'éducation. Je crois qu'il faut arrêter cette barbarie-là. L'occidentalisation, c'est de l'impérialisme culturel. Il faut le comprendre comme ça. L'occidentalisation, c'est de l'impérialisme culturel. Ce n'est pas de l'éducation. L'éducation est propre au culturel et au culturel d'un peuple, dans sa relation avec l'environnement et avec ses propres réalités, dans sa compréhension de ce qu'est la nature. L'occidentalisation n'est pas l'éducation. Malheureusement, les films que les gens nous présentent aujourd'hui créent une confusion entre l'occidentalisation et l'éducation. Et donc tout ce que les jeunes filles voient dans les feuilletons, ils croient que c'est l'éducation. Non, il faut leur dire que ce n'est pas l'éducation, c'est de l'occidentalisation et donc de l'impérialisme culturel. Mais si c'était de l'éducation, ça partirait de nos valeurs, de la façon dont nous comprenons nos valeurs, de la façon dont nous intégrons nos valeurs. Et les valeurs, c'est la dimension de la symbolique des choses. Est-ce que vous voyez? C'est très profond et c'est très fort. C'est ce type d'éducation qu'un ministère de l'éducation, s'il en existe, devait promouvoir et non promouvoir l'occidentalisation qui est simplement de l'impérialisme culturel. Il faut que je fasse cette parenthèse parce que c'est ce qui fait perdre nos valeurs et qui rend nos enfants zinzins, qui font que nos enfants sont incapables d'avancer. Et les gens ne comprennent pas que c'est un programme intelligemment orchestré comme une troisième guerre mondiale pour emprisonner le développement des nations. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Nous qui sommes dans la dynamique mentale, il faut qu'on nous écoute
Parce que nous sommes les seuls à leur expliquer les pièges qui se trouvent dans les informations ou dans les soi-disant connaissances. Donc c'est ça la métaphysique donc, du placenta. Donc sur le plan métaphysique, le placenta est considéré comme étant la mère de l'individualité ou la mère de l'individu. Parce que le placenta est une matrice. C'est la matrice au sein de laquelle l'individu a évolué. C'est comme une seconde mère. Il y a sa mère qui a mis au monde plusieurs autres enfants, mais il a lui-même, vous voyez, il a lui-même sa propre mère qui lui est individuelle. Et cette mère-là, c'est son placenta. La même maman a mis peut-être 10 enfants au monde, mais sa véritable mère à l'enfant, c'est le placenta. Et donc si le placenta n'est pas honoré selon les symboliques appropriées, au rituel et tel que cela doit se faire, eh bien, il y a une rupture entre l'identité de l'individu et ses capacités réelles. Il ne pourra pas avancer. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça que nous devons expliquer à ceux qui nous suivent actuellement. Comment enterrer le placenta pour que la vie, l'évolution, le bien-être, l'épanouissement de l'individu soit assuré? Il faut que nous maîtrisions ce qu'on appelle le principe initial ou la valeur intrinsèque du placenta. Je l'ai appelé la mère de l'individu parce que c'est vraiment sa mère. Mais ce n'est pas que la mère de l'individu, parce que quand je parle de l'individu, je parle de la personne à un niveau singulier qu'on n'appréhende pas tout de suite. Mais lorsque je parlerai de personnalité, on comprendra que également le placenta est la mère de la personnalité, c'est-à-dire de ce que vous êtes censé devenir dans votre existence. Donc le placenta est une matrice qui produit l'individu. Et donc en tant que matrice, il est impossible que l'individu, durant son évolution, soit coupé de sa matrice. Ce n'est pas possible. La rupture avec sa matrice n'est que physique. C'est comme par exemple, vous naissez d'une maman. Parce que vous avez coupé le cordon ombilical, vous dites que vous n'avez pas de maman. Ça n'existe pas. C'est malentendant. Même si vous coupez le cordon ombilical, la relation physique n'existe plus. Certes, mais il y a une autre relation qui existe. On va l'appeler spirituelle. Et c'est lié à votre âme, à votre destinée. Tous les enfants sont reliés à leur mère parce que le lien ne se rompt jamais. Le père est celui qui dépose. La mère est celle qui retient. Et donc, lorsque l'enfant est sorti de son placenta, aussi longtemps qu'il vivra sur la terre, il sera déterminé en majorité par son placenta. Parce que, étant donné que le placenta est sa mère, aussi bien physique que métaphysique, l'individu, aussi loin qu'il ira dans la vie, physiquement, émotionnellement, psychiquement ou même spirituellement, cela dépend de la façon dont son placenta a été enterré. Et donc, pour enterrer le placenta, il était nécessaire de connaître cet état de fait. C'est comme, je vais faire le parallélisme, c'est comme la symbolique de la première pierre. Vous voyez, dans toutes les traditions politiques, lorsque on veut construire un hôpital, une mairie ou autre chose, on fait toujours la cérémonie de la première pierre. C'est ce que j'appelle une valeur. Ça, ce n'est pas l'Europe qui l'a inventé. C'est l'Afrique qui a inventé la cérémonie de la première pierre. L'Europe l'a recueillie. Mais les Africains ont oublié que même pour construire chez eux, ils doivent faire la première pierre, la pose de la première pierre. Nos ancêtres le savaient, ils disaient, nos ancêtres ou nos parents à nous disaient que si vous avez une parcelle, mettez-y d'abord toujours un puits. Rappelez-vous, parce que le puits était le symbole d'une connexion qui pouvait apporter la prospérité, l'abondance. Ils disaient toujours ça. Ou bien poser une pierre dessus. Quelque chose de symbolique. Mais les gens n'ont pas compris que c'est la pose de la première pierre. Parce que la pose de la première pierre, pour un projet qui va se réaliser, devient l'âme, devient l'entité spirituelle de la chose que vous voulez construire. C'est pourquoi c'est une autorité compétente qui va faire la cérémonie de la pose de la première pierre. Or, cette cérémonie de la pose de la première pierre est une tradition aussi vieille que le monde, en Égypte, où il y avait ce qu'on appelle la pierre qu'on appelait la pierre Ben-Ben.
parce que c'est la pierre sur laquelle la toute première divinité a pris naissance pour pouvoir créer toutes choses. Et donc, à partir de cette symbolique-là, les gens ont dupliqué le phénomène de la première pierre et la pierre était devenue même ce qu'on pouvait appeler une divinité. Et donc, quand l'islam a conquis l'Égypte à l'époque, cette connaissance également a été récupérée et aujourd'hui, il y a la Mecque. La symbolique de la pierre est toujours là, à tous les endroits donnés. Donc, pour dire que lorsque l'individu vient au monde, la cérémonie du placenta est un peu comme la pose de la première pierre. C'est ce que je voudrais vous dire. Parce que la pose de la première pierre, je parle lentement pour que les gens me comprennent, est appelée le principe de l'ancrage. C'est-à-dire, c'est ce qui permet à l'individu d'être complètement ancré dans la terre, comme un arbre qui possède des racines. Je pèse bien les mots. Donc, c'est le principe de l'ancrage. Et donc, on prend le placenta et on creuse un trou. Dans la symbolique ou la métaphysique africaine, le fait de creuser un trou est une cérémonie qui consiste à aller vers le centre de la terre. Le centre de la terre est considéré comme étant l'esprit de la terre avec lequel les ancêtres communiquaient. Quand on veut verser le sang, on creuse un trou. Même quand tu veux tuer le poulet à la maison pour manger, on te dit de creuser un trou. Mais dans quelle école on enseigne ça? Pour dire pourquoi on creuse un trou. C'est ça l'éducation. On creuse un trou parce que symboliquement, ne pouvant pas aller jusqu'au centre de la terre, on creuse néanmoins le trou pour symboliquement représenter que nous sommes allés au centre de la terre pour y déposer une graine dans la conscience de la terre. Parce que pour les ancêtres, la terre, elle est vivante. Et c'est normal puisqu'elle produit non seulement des êtres vivants, mais elle produit de la nourriture vivante que nous mangeons. Seul quelque chose de vivant peut produire du vivant. Et ça, c'est élémentaire en tant qu'équation mathématique, même si on n'a pas été à l'école pour faire la mathématique occidentale. C'est une logique de la nature. Alors, pour revenir à ce qui est beaucoup plus simple, donc c'est comme la pose de la première pierre pour procéder à l'ancrage de l'enfant. Pour que l'enfant, dans son corps, dans son âme et dans son esprit, soit fortement ancré dans la terre et devienne un arbre qui pousse correctement. Car si un arbre n'est pas bien planté, il ne pourra pas pousser. Vous imaginez alors que si l'enfant n'est pas bien implanté, si sa mère qui l'a entretenu n'est pas bien implémentée dans la terre, l'enfant lui-même qui continue toujours d'être sur cette mère-là ne pourra pas pousser. Il sera un enfant déséquilibré. On appelle l'ensemble de ce que je viens de dire la loi de la nature. Et elle prime sur nous, sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que nous avons ou sur tout ce que nous voulons réaliser demain. C'est pourquoi, premièrement, quand on creuse un trou, on communique d'abord avec le trou. Je ne peux pas révéler sur le plateau tous les secrets, mais pour dire que on communique avec le trou. Il faut avoir donc le verbe. Le verbe est important dans nos traditions. La parole, le B. Le B là, c'est la même chose que la terre. On dit anigman, c'est-à-dire la terre. C'est comme ça qu'on appelle la terre aussi. Donc, il y a le principe du verbe. Il y a le trou. Il faut avoir également des feuilles, qu'on appelle souvent des feuilles de purification et de protection. Parce que l'enfant étant né doit être purifié. Le placenta doit être purifié et doit être protégé de tous les esprits mauvais. Donc ces plantes-là, on leur parle également et on les associe au placenta. On a besoin de l'eau. Et donc, selon les traditions, les gens parlent d'abord à l'eau, versent l'eau dans la terre un certain nombre de fois, peut-être 3 fois, ça dépend si c'est un homme ou si c'est une femme. Ensuite, ils peuvent mettre d'autres symboles, comme par exemple des pierres, ou 3 pierres qui soutiennent, parce que la symbolique de 3 pierres est très puissante dans le développement d'un enfant. On peut y mettre maintenant les feuilles de purification et de protection. Vous voyez, on met le placenta, mais avant de mettre le placenta, il y a des invocations ou des évocations que l'on fait sur le placenta. Parce qu'on considère le placenta comme étant toujours une chose vivante. Et on lui parle, on lui dit les choses, on lui dit ce qu'on veut que l'enfant devienne. Que voulez-vous que votre enfant devienne?
je ne parle pas de poste, je parle de son accomplissement. Parce que la seule réelle personne qui peut protéger l'enfant dans l'invisible, c'est son placenta. Et ne regardez pas le placenta en tant que chose physique. Il y a la dimension spirituelle du placenta. Donc on parle au placenta. On lui dit combien de fois on est heureux qu'il ait gardé l'enfant. Mais voilà, on le retourne à sa propre mère universelle. Je parle pour les non-initiés de façon générale. Et que maintenant, de continuer à veiller sur l'enfant. Parce que l'enfant ne peut même pas grandir s'il n'est pas dans une matrice. Et cette matrice continue d'être son placenta. Même si le cordon est coupé, il y a un cordon invisible qui est lié. Et donc, c'est toute une cérémonie. Ensuite, on remet encore des feuilles, on remet encore de l'eau, on met encore des incantations et après, on peut fermer donc le trou du placenta. Il y a beaucoup d'autres choses que selon les peuples et les ethnies, on peut faire. Mais toujours est-il que la partie la plus délicate de la mise en terre du placenta, c'est la partie où le verbe de B, qui est lié à la divinité Thoth ou à Djéouti, intervient pour consacrer l'avenir de l'enfant. L'avenir de l'enfant se trouve dans son placenta. Vous savez, il y a une chose dans la nature qui marche, on appelle ça l'analogie ou la correspondance. Certainement, vous en avez entendu parler. Les choses évoluent dans la vie de façon analogique ou de façon jumellaire, en parlant de la loi de gémellité, de façon gémellaire. On considère que la façon dont le placenta a été enterré, qui détient encore une once de l'individu, qui va devenir le terreau sur lequel l'individu va pousser, c'est comme si l'individu, le fait qu'il pousse comme un arbre, dépend en fait de la façon dont le placenta lui-même, spirituellement, pousse ou l'autorise à pousser. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui d'incapacité mentale, d'incapacité émotionnelle, d'incapacité physique, parce que leur placenta a été mal enterré. Parce que le placenta affecte vos capacités mentales, vos capacités émotionnelles et vos capacités physiques. Beaucoup de maladies que vous avez, des fois des maladies incompréhensibles, qu'on associe à la sorcellerie ou à une tante au village, que l'enfant subit tout le temps, on ne sait pas pourquoi, allez demander qui a enterré son placenta. Et on ne remet pas le placenta à n'importe qui pour être enterré. Il faut que ce soit non seulement soit à une femme ou à un homme initié, ou carrément à une personne de confiance. Parce que vous ne savez pas ce que la personne ira faire du placenta de votre enfant. Si vous remettez à une tante qui sournoisement a des choses intérieures à vous reprocher, et c'est la seule tante là qui danse avec tout le monde, ah c'est notre enfant et qui va enterrer le placenta, est-ce que vous savez comment elle a enterré le placenta? Est-ce que le papa était présent? Ce sont des choses qui aujourd'hui deviennent des problèmes dans la vie des gens. Et ça, il faudrait qu'on règle ça. Il faut que les gens sachent, il faut que les gens évoluent, il faut que les gens comprennent ça. Leurs enfants traînent dans la rue, les enfants souffrent, ont des maladies à récurrence. Ça provient d'où? Origine inconnue, on invente la sorcellerie et pourtant, ça peut être le placenta mal enterré. C'est moi qui vous le dis. Bon, à cet effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le placenta aura été enterré peut-être à des dizaines de kilomètres de là où on vit aujourd'hui. Bien sûr. Difficilement, on peut reconnaître l'emplacement de l'enterrement de ce placenta. Comment faut-il procéder? Alors, il faut faire ce qu'on appelle une cérémonie corrective. Une cérémonie de correction, c'est-à-dire que l'individu est déjà grand, on est d'accord. Et on constate que son placenta a été mal enterré. Laissez-moi vous faire une révélation qui va vous surprendre. J'ai reçu une personne dont la vie était sans dessus-dessous. On avait comme l'impression que, excusez-moi de le dire, comme si elle était possédée. Et elle avait toutes les misères du monde. Problèmes d'esprit de nuit, des phénomènes bizarres. Elle est passée chez des tradipraticiens. Vous savez ce que les gens lui ont dit? Je parle vraiment bien pour que les gens nous écoutent. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Sortez de la mystification et allez dans la connaissance spirituelle scientifique. Même la religion dogmatise. Il faut exiger ce qui est orthodoxe, ce qui répond d'une logique scientifique. Parce que Dieu est le plus grand de tous les scientifiques. Je le dis parce que je sens ça amèrement dans mon cœur. Et j'imagine combien de personnes ont été flouées de cette manière. Donc,
moi j'ai commencé à réfléchir avec la dame, à chercher des solutions, mais elle m'a dit que partout où elle est passée, telle église, Bokono, machin et tout, on lui a dit que c'est sa mère, que sa maman est sorcière et que c'est sa maman qui veut la tuer, qui est responsable de tout son malheur. Je lui ai d'abord dit une chose, quel que soit ce qu'on te dira sur ta mère, ne juge jamais ta mère, parce qu'aucun descendant n'a le pouvoir de juger un ascendant. Ça n'existe pas dans la loi naturelle, ni de maudire ses parents, ça n'existe pas. Oublie ça d'abord. Deuxième chose, nous allons vérifier pour voir si c'est vraiment ta mère. Mais on s'est rendu compte que c'était son placenta qui a été mal enterré. Parce que justement, je ne dirais pas que les autres ont mal vu. Parce que les autres ont vu que c'est sa mère. Mais les autres ne lui ont pas précisé de quelle mère il s'agit. Or, ce n'était pas sa mère physique qui l'a mise au monde, qui a mis les autres aussi au monde. Parce que des fois, d'autres évoluaient. C'était elle seule. Les gens lui ont dit, mais c'est parce qu'elle t'aime particulièrement qu'elle t'a livré à la sorcellerie. Elle a constaté que tu as un avenir brillant, quelque chose qui va changer le monde. Des idioties qu'on raconte aux gens. Et elle avait cru ça. Mais quand on est arrivé à lui faire comprendre que mais non, ton placenta, qui l'a enterré? Ce n'était même pas la maman. Donc quand les visionnaires et autres voyaient que c'était sa maman qui était sorcière, en fait, c'était la maman, mère placenta, qui a été mal enterrée. Et non sa maman, qui n'avait même pas un problème de sorcellerie, qui n'avait même pris la sorcellerie chez personne. Voilà les problèmes auxquels on est confronté. Donc, quand les gens sont sortis de ces situations-là et sont devenus complètement déséquilibrés, on peut corriger le phénomène. C'est-à-dire qu'on doit le faire un peu comme renaître de nouveau à travers un autre placenta. En ce moment, dans les traditions de chez nous, ou dans les traditions même de l'Égypte antique, on demande à la personne d'aller chercher un œuf. D'accord? Ceux qui le pouvaient cherchaient toujours un œuf d'aigle, ou d'un épervier, d'un oiseau transcendant, pas d'une poule qui est toujours sur la terre. Mais on peut utiliser également pour la poule, mais souvent d'un oiseau volant. Parce qu'il s'agit d'utiliser un principe de libération. Un principe qui, d'une certaine manière, va affranchir l'individu de son blocage. Mais on peut utiliser n'importe quel œuf aussi. Je le dis comme ça. Et donc, à travers une pratique rituelique, on va remettre l'individu énergétiquement dans l'œuf. Et ensuite, on va l'extraire de l'œuf et on va procéder maintenant à l'enterrement du placenta, qui en fait devient un peu comme la coque de l'œuf qui va être enterré en lieu et place du placenta. Étant donné que, et ça il faut bien me suivre, parce qu'on connaît la dynamique mentale, étant donné que dans l'esprit humain, les choses n'ont pas d'importance, mais c'est leur symbolisme qui a de l'importance. Dès que ce symbolisme-là sera réalisé, l'esprit humain, n'étant pas pris au piège du passé, du présent ni du futur, va se comporter comme si c'était réellement l'individu le premier jour où il est né. Du coup, ça va corriger ce que l'individu a été. Je le dis de cette manière parce que si je vais évoluer dans ce sens, il est possible que beaucoup de téléspectateurs ne nous comprennent pas. Mais sachez que quand on parle de la symbolique, on parle de l'esprit symbolique. Quand on parle de l'esprit symbolique, c'est une dimension dans laquelle le passé, le présent et le futur n'existent pas. Il n'existe que l'instant présent. Et donc, dès que la cérémonie crée cette symbolique-là, même si la cérémonie est exécutée aujourd'hui, alors que l'individu a 40 ans par exemple, ou même à 30 ans par exemple, cela vient corriger la chose comme si c'était le premier jour de sa naissance. Du coup, tout son chemin s'ouvre facilement et les choses se passent normalement. Donc, on peut utiliser d'autres éléments selon les traditions pour faire une cérémonie corrective afin de réorienter la destinée de l'enfant pour que l'individu puisse mieux avancer, mieux accomplir les choses. Il y a aussi un aspect important, si vous le permettez bien, c'est que vous pouvez faire d'un individu un criminel et un méchant rien qu'en enterrant son placenta d'une certaine manière. Mais je ne vais pas révéler ça. Non, c'est ça, on ne veut pas avoir ça aussi. Non, ça, c'est pas bon. Parce que le danger de la connaissance
lorsque vous la cherchez, c'est que vous voyez les mauvaises connaissances et vous voyez également les bonnes connaissances. Et la seule chose qui vous permet de n'utiliser que ce que j'appelle les pures connaissances, c'est l'éthique. Vous savez au fond de vous que nous sommes nés pour être une bonne personne. Et par conséquent, vous ne pourrez pas faire le mal. Mais si quelqu'un connaît cette forme de pratique-là et que vous lui cédez le placenta de votre enfant sans aller surveiller, il peut faire de votre enfant un bègue, il peut faire de votre enfant un niais après un certain âge, ou il peut faire de votre enfant un criminel. Parce qu'il va tordre le placenta et l'enterrer. C'est très dangereux. Donc il faut que les gens comprennent que je suis en train de parler de quelque chose d'extrêmement sérieux. Voilà. Oui, aujourd'hui nous comprenons la force qu'a l'enterrement du placenta de l'enfant, de notre enfant ou bien de tout enfant, alors que la majeure partie des parents sont ignorants de cette manière. Aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas vécu avec les parents au village, tous ceux qui sont nés en ville et n'ont évolué que dans les structures modernes, ignorent pratiquement toutes ces considérations. Vous, en tant que métaphysicien, vous, en tant que possesseur de ce type de connaissances, quelles solutions prévoyez-vous pour que les parents, aujourd'hui, puissent accéder à cette connaissance en vue de délivrer les progénitures? Bon, je vais répondre un peu à l'envers. Parce que, de par notre expérience aujourd'hui, j'ai toujours préféré m'adresser directement aux jeunes avant de m'adresser aux parents. Vous savez, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ou après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'enfants sont devenus trop tôt adultes. Parce que c'est l'histoire, c'est le terrain qui définit votre maturité. Et la maturité n'est pas liée à l'âge. La maturité est liée à l'esprit, à la capacité dont vous pouvez faire preuve de sagesse, de pertinence et de transcendance. C'est ainsi qu'on voit un homme sage, quel que soit son âge, qu'il ait 18 ans, qu'il ait 25 ans, ou qu'il ait 30 ans, ou 17 ans, une personne d'un âge inférieur peut s'avérer largement plus sage qu'une personne âgée. Je fais d'abord cette mise au point. Donc, je voudrais dire aux jeunes aujourd'hui qu'il y a une vérité qu'ils doivent garder. Vérité issue du fait qu'il y a une rupture entre les générations. Et donc, ils sont leur propre génération. Parce que normalement, nous étions censés évoluer générationnellement en héritage. Mais aujourd'hui, avec l'occidentalisation confondue à l'éducation, avec cet impérialisme-là, il y a une rupture. C'est intelligemment fait. Parce que quand on coupe les progénitures de leurs sources génératrices, on crée des abrutis, c'est-à-dire des individus sans identité. C'est ça un abruti. Un abruti, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui n'est pas conscient de son identité matricielle. Et donc, on coupe l'individu. Le problème qui se pose, c'est que les jeunes n'ont pas de source, n'ont pas de modèle, n'ont pas de référence, n'ont pas de cordon ombilical. Ils sont laissés à eux-mêmes. Et lorsque vous vivez dans cette forme de guerre, c'est une guerre, je vous assure, c'est une guerre. Il y a une guerre aujourd'hui qui n'est pas avec les armes, mais cette guerre se déroule sur le plan de la connaissance. Vous avez l'obligation d'être autonome et sage. Vous avez l'obligation de faire votre histoire et d'arrêter de compter sur vos parents. Parce qu'il y a une rupture. Et cette rupture-là, elle est évidente. Ce n'est plus rattrapable. Mais vous pouvez vous auto-éduquer. Parce que vous êtes déjà en situation de vie. La plupart du temps, sont déjà en situation de vie trop tôt. Abandonnés trop tôt, en location trop tôt, en dépravation trop tôt. Peut-être parce que la connaissance leur a manqué. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, je m'adresse d'abord aux jeunes. Si votre vie ne se déroule pas comme vous le souhaitez, ou que des choses ainsi se produisent, et je suis sûr, parce que j'ai fait déjà l'expérience avec beaucoup de jeunes, quand ils vont poser des questions à leur maman ou à leur papa pour dire mais comment mon placenta a été enterré, j'ai fait avec beaucoup de jeunes, hein. Les parents n'en savent rien. Il va discuter quoi avec les parents? Il doit prendre sa vie en main et décider qu'avec ses enfants,
ce ne sera pas pareil. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours été autonome, j'ai toujours été indépendant. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que chez nous, en Mina, on dit, même si on t'a éduqué, il faut t'éduquer toi-même. Et donc, on donne aux jeunes l'occasion de s'éduquer eux-mêmes. Aujourd'hui, on en a besoin. Et donc, c'est à vous de prendre cette information-là, d'en faire votre, et d'aller à la quête de la connaissance pour dire, je veux savoir comment on fait ça. Et donc, je peux moi-même procéder à l'enterrement correctif de mon propre placenta. Parce que je vous assure, vous allez demander à vos parents, 99,99%, ils vous diront qu'ils n'en savent rien. C'est moi qui vous le dis. J'ai déjà fait les statistiques avec beaucoup de jeunes. Ça ne donne rien. Et ensuite, vous déciderez de le faire avec vos enfants correctement pour leur donner un avenir correct. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, aux parents. Vous savez, les parents ont vécu le phénomène de la colonisation sans décolonisation. Les parents ont vécu le phénomène de la colonisation sans décolonisation. On est rentré dans la néocolonisation. Vous voyez, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, les parents sont déboussolés. Les parents préfèrent s'accrocher à une religion qui, soit dit en passant, pourrait leur apporter le salut et ont abandonné correctement l'éducation effective de leur enfant. Il y en a qui pensent qu'il suffit donc de mettre l'enfant à l'église et donc c'était déjà l'enfant éduqué. Non, c'est complètement pas la même chose. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, les parents ont déjà démissionné. Il est important que les parents ne se déconnectent pas de leur ou de nos réalités à nous. Parce que nos réalités à nous sont celles qui nous touchent directement. Les réalités étrangères ne nous touchent pas directement. Mais celles qui sont directement avec nous, nous touchent directement. On aura beau copier l'Occident, je vous assure, le soleil ne se lèvera pas autant de fois en Occident qu'il se lève en Afrique. Parce qu'eux, ils auront toujours les différentes périodes de leur cycle annuel. Et nous, vivant au Togo, on aura le soleil en puissance. Eux, ils en auront toujours en moins. Parce que nous ne sommes pas positionnés de la même manière sur le cordon équatorial. Pour montrer que les réalités que nous allons vivre seront toujours différentes de leurs réalités. Et qu'eux, ils peuvent porter des vestes du 1er janvier au 31 décembre, mais il y a des périodes où nous, on va porter bomba. Vous voyez, c'est ça qui nous fait plus aérer. On a besoin de l'air à cause de la chaleur. Il faut savoir faire les choses selon notre tradition à nous, selon nos réalités à nous. Et c'est ce que moi je vais demander aux parents, d'accompagner les enfants dans leur maturation intérieure. Il y a le fait que je donne à manger à mon enfant qu'il grandit, c'est normal, c'est votre rôle. Mais il y a également le fait que je participe à son élévation mentale, afin que mentalement il devienne plus mûr que physiquement. Et quand vous aurez accompli cela, allez mourir paisiblement dans votre tombe. Ne rêvez même pas d'aller dire, est-ce que mon enfant est bien là-bas sur la terre? Non, mourrez au paradis. Allez vous reposer, parce que vous lui aurez donné toute la richesse pour pouvoir affronter le monde. Voilà, M. Godson, on aurait souhaité vous garder plus longtemps que ça pour écouter cette éducation culturelle, ces réalités que nous avons chez nous, qui malheureusement sont balayées du revers de la main. Le temps nous oblige à quitter nos téléspectateurs, mais vous ne pouvez pas repartir comme ça sans votre dernier mot. Bon, il faut dire que c'est toujours un plaisir de retrouver ton joli visage, de retrouver la TVT, même si je suis souvent très occupé. Je fais autant que faire se peut le nécessaire pour être présent. Je veux féliciter les parents pour le travail qu'ils font déjà à l'endroit des enfants. Seulement que je voudrais également les encourager à faire mieux, parce qu'on peut beaucoup travailler en utilisant la mauvaise méthode. Et on peut travailler très peu en utilisant la bonne méthode. C'est ce que je voudrais donc leur dire à eux. Pour les jeunes, le monde qui vous attend est un grand défi. Ce défi-là, je vous assure, vous devez le relever tout seul. Et vous ne pouvez pas le relever tout seul si vous n'avez pas la maturité de votre esprit. Si vous n'avez pas l'élévation de votre esprit, si vous n'avez pas la transcendance de votre esprit. Sortez des bassesses, sortez des choses élémentaires. Sortez des conditionnements et des informations aléatoires qui ont tendance à garder votre esprit prisonnier. Parce que le mot jeunesse, on a déjà fait une émission sur la jeunesse ici, signifie audace,
ouverture, élévation, transcendance, innocence. C'est cette éducation qu'on ne vous a pas donnée qui vous a fait perdre le sens profond des valeurs qui synthétisent la jeunesse. Mais cela n'est pas perdu. Le peu que nous faisons, nous le ferons toujours pour vous accompagner. Et à notre cher pays, le Togo, et à l'Afrique en entier, je dis, il est temps que nous arrêtions les bêtises. Parce que le développement, ce n'est pas le hasard qui le produit. On ne se réveille pas un matin pour dire on est développé. Le développement, ce n'est pas non plus le programme imposé par les autres. Le développement, c'est d'abord la prise en charge de nous, qui nous sommes, de notre histoire, de ce dont nous sommes constitués. De prendre tout ça et de se dire, qu'est-ce que nous allons faire à partir de qui nous sommes pour aller loin? C'est ce que je peux dire en termes de mots de fin dans l'émission. Merci à toi aussi. Merci Elmer Godson pour cette manière d'expliquer la métaphysique du placenta. J'espère que ceux qui nous ont suivis ont pu puiser la quintessence de ce thème. Je dis une fois encore merci à nos chers téléspectateurs qui ne ménagent aucun effort pour nous suivre à chaque instant de notre programme. Kouada Melka, merci de nous avoir donné cette belle réalisation qui a permis aux téléspectateurs de nous suivre. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, bye bye.